Bienvenue à cette conférence consacrée au magnétisme humain et animalier. Je suis Charlotte Aubois, directrice du centre Namasté, créé en 2012. Je suis également magnétiseuse depuis de nombreuses années et je vous propose une formation consacrée au magnétisme humain et animalier en compagnie de ma collègue Cindy Chauche qui s'occupe d'animer les ateliers de lithothérapie et de radiesthésie. Les inspirations qui ont permis de mettre au point cette formation sont issues de mes propres expériences, de celles de ma collègue Cindy, et d'autres inspirations issues du monde oriental, mais également de la culture occidentale. Mes expériences en chamanisme m'ont permis d'apporter de nombreux outils pratiques, notamment en termes de détection et de traitement pour les problématiques énergétiques rencontrées sur les personnes, sur les animaux. Parlons à présent du magnétisme humain et animalier. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les applications? Le magnétisme est l'une des plus anciennes pratiques de l'homme. Il est né avec nous et malheureusement nous l'avons souvent oublié. Nous sommes tous magnétiseurs. Il n'y a pas besoin d'un talent ou d'un don particulier pour être magnétiseur. Et d'ailleurs, vous l'êtes peut-être même sans le savoir. Lorsque vous vous cognez, quel est votre premier réflexe? Vous posez la main sur la zone douloureuse. Le magnétisme et les soins énergétiques de façon générale ne s'occupent cependant que d'une partie de la maladie, de la douleur ou du déséquilibre, comme nous le verrons plus loin. Il s'agit de l'aspect énergétique. Aussi, il n'est là qu'en complément de la médecine moderne et ne saurait en rien se substituer à elle. Le magnétiseur ne doit jamais s'immiscer entre son client et les médecins ou les vétérinaires. Il ne doit jamais faire interrompre un traitement ou une intervention chirurgicale ou tout autre acte médical ou vétérinaire. Le magnétiseur ne doit s'occuper que de l'aspect énergétique des troubles et maladies, des déséquilibres de la personne ou de l'animal qui le consulte, ou encore être présent en prévention de ces déséquilibres. C'est une règle morale, éthique et légale. L'énergie. Le magnétisme est une discipline énergétique. La définition de l'énergie, c'est une force en action. Ce terme provient du grec énergon, en action. La physique distingue deux composantes de l'énergie, la fréquence et l'amplitude. Utilisons une image afin d'illustrer ce qu'est l'énergie. Voici une petite abeille qui vient de se poser à la surface de l'eau. Autour d'elle, nous pouvons voir les fameux ronds dans l'eau. Nous avons ici la démonstration imagée en direct de ce qu'est une onde, de ce qu'est l'énergie. Nous avons la fréquence qui correspond au nombre de ronds dans l'eau passant par unité de temps en un point déterminé. L'amplitude correspond à la hauteur des ronds ou à la hauteur des vagues dans l'eau. Les différents corps énergétiques des êtres vivants vibrent à des fréquences différentes. Elles sont de plus en plus élevées lorsque l'on part du corps physique vers les corps spirituels, ce qui leur permet de se superposer et de s'interconnecter de façon permanente. Les ondes de même fréquence s'attirent. C'est la loi de résonance ou la loi d'attraction. Ce phénomène est essentiel dans le soin énergétique. C'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser pour potentialiser l'efficacité des soins énergétiques. Lorsque j'émets une intention, je crée une vibration, je crée une onde et je vais entrer en résonance avec tout ce qui est sur cette fréquence, de manière à l'attirer à moi ou à la transmettre à la personne ou à l'animal que je magnétise. Une autre donnée importante qui est à prendre en considération lorsque l'on étudie l'énergie, c'est la matière. La matière a été définie comme de l'énergie concentrée et stabilisée dans l'espace et dans le temps. C'est la physique moderne qui a permis cette définition.
de façon à se rendre un peu mieux compte de ce que peut représenter justement cette concentration et cette énergie, quel est le lien entre les deux, nous pouvons penser tout simplement à une explosion atomique. Cette explosion atomique n'est la conséquence que de l'explosion de seulement quelques grammes de matière qui a une libération d'énergie considérable. Observons à présent ce schéma. Nous allons partir de l'organisme humain situé tout à droite de l'écran et nous allons petit à petit remonter vers le monde de plus en plus petit. L'organisme humain est composé de cellules. Les cellules sont elles-mêmes composées d'atomes. Les atomes sont composés d'un noyau et ce noyau va être composé de particules. La physique moderne nous enseigne que les particules ne sont que de l'énergie. Tout simplement. Donc l'organisme de l'homme ou d'un animal est énergétique, avant même d'être biologique ou biochimique. Ça explique pourquoi on va avoir une influence quand on va donner un soin ou une séance énergétique sur le corps physique, sur le psychique, sur le bien-être général du magnétisé. Comment va se produire ce passage justement entre l'état d'énergie et l'état de matière et pourquoi pas vice-versa? Donc il va falloir dans un premier temps un programme, une information pour informer, induire la formation des particules. Selon George Fitzgerald Smoot, prix Nobel de physique en 2006, il y aurait un ADN cosmique qui organiserait l'univers comme notre ADN organise notre corps. Il serait même possible que cet ADN cosmique soit présent dans toutes les particules de l'univers. Notre pensée est une information qui est portée par une onde, c'est une énergie qui est capable d'agir sur la matière. Voilà la conclusion. Les expériences qui ont été menées par Masaru Emoto sur l'eau ont montré que la pensée est capable d'influencer la matière. Voici son ouvrage « Les messages cachés de l'eau ». Il a également écrit d'autres ouvrages. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté. Comment se sont déroulées les expériences de Masaru Emoto? Il a prélevé dans son environnement des eaux de différentes provenances, l'eau du robinet, d'un lac, d'un fleuve, d'une rivière, etc. Et il a ensuite émis une intention sur ces échantillons d'eau. Ensuite, il congèle ces échantillons et il observe la forme des cristaux. Nous avons ici un exemple sur de l'eau issue d'une même source pour laquelle il aura donné une information différente sur deux échantillons. Un échantillon à qui il a envoyé l'information « je te déteste » et un autre à qui il a envoyé l'information « je t'aime ». Vous pouvez observer que la cristallisation n'est pas du tout la même entre l'information négative et l'information positive. Les informations négatives donnent une cristallisation qui est chaotique, qui n'est pas structurée, tandis que l'information positive va donner des cristaux réguliers et harmonieux. On a ici donc une sorte d'exemple de ce que peut donner l'intention sur la matière. Les intentions ont réorganisé la matière, c'est-à-dire que cet échantillon d'eau, à la base, il provenait du même endroit et en fonction de l'information qui a été émise, qu'elle soit positive ou négative, la matière s'organise différemment en fonction de cette information. Il est donc logique de voir que dans notre corps, qui est également composé à 60-70% d'eau, de même que les animaux, l'information que l'on va donner, ne serait-ce qu'à l'eau du corps, sans que l'on aille forcément croire, même si bon, scientifiquement c'est plutôt logique, c'est cohérent, mais déjà ne serait-ce que l'information que l'on a et que l'on porte sur l'eau que l'on va consommer et les informations que l'on va se donner à soi vont réorganiser notre structure interne. Il est donc important de commencer à veiller, à être un peu plus indulgent, un peu plus aimant et bienveillant envers soi-même, puisque tout ce que l'on dira de négatif nous concernant
va modifier l'information de notre propre corps, de notre propre structure. Donc, quitte à transformer, autant que ce soit vers quelque chose de positif, quelque chose d'harmonieux et quelque chose qui soit bon pour nous. Et cette énergie dont on parle depuis tout à l'heure, est-elle bonne ou mauvaise? La notion de bonne ou de mauvaise énergie ou encore de retirer le mal, ces notions ne manquent pas d'être employées à tort et à travers dans tout ce qui est du magnétisme. Alors à mon sens, la notion de bien ou de mal dans le magnétisme n'a pas sa place. On parle d'énergie. L'énergie n'a pas de valeur morale. L'énergie, elle est polarisée, en positif ou en négatif. Mais ça ne signifie pas forcément qu'une énergie négativement polarisée est mauvaise. Un exemple, on va avoir en géobiologie observé que les chats aiment beaucoup se ressourcer sur les points qui sont au niveau de la polarité qui sont négatifs. Mais les chats y passent beaucoup de bon temps et c'est là-dessus qu'ils vont se régénérer. Donc, une polarité négative n'est pas forcément mauvaise. Les termes les plus justes pour traduire l'idée d'une énergie qui pourrait avoir un effet délétère ou qui pourrait justement ne plus être adaptée, ce serait une énergie usagée, une énergie nocive, une énergie inadaptée, une énergie non juste ou pourquoi pas perturbation. Mais une mauvaise énergie, du coup on met de la morale là où il n'y a pas vraiment matière. Toutes les énergies que l'on porte ont été à un moment ou à un autre justes pour nous. Nous avons vu juste avant qu'on attire finalement les énergies. À travers la loi de résonance, nous émettons une énergie, nous résonnons avec d'autres énergies. Et donc, si nous avons attiré une énergie à nous qui se trouve aujourd'hui dans nos enveloppes énergétiques, c'est qu'à un moment, nous avons résonné avec elle. Et donc, c'est qu'à un moment, cette énergie qui aujourd'hui n'est plus adaptée ou nous perturbe, a été juste pour nous à un moment donné. Sur tous ces principes, voyons maintenant quels vont être les rôles du magnétiseur ou de la magnétiseuse. Dans un premier temps, le magnétiseur ou la magnétiseuse est là pour détecter les déséquilibres énergétiques. Il est là pour libérer les charges négatives ou les transmuter. Donc les charges négatives, négativement polarisées ou énergie usagée. Donc dans tous les cas, l'idée de transmuter va tout simplement inverser la polarité. On va partir d'une polarité négative à une polarité positive. Nous autres, les humains et la plupart des animaux, sommes en équilibre avec des énergies positives. Nous avons besoin d'énergie positive plutôt que d'énergie polarisée négativement. On est là pour redonner une information qui va être juste aux énergies du magnétisé. Donc, on va parfois tout simplement prendre la matière qui est présente, ou plutôt l'énergie qui est présente, et on va redonner une information qui va être plus juste, plus adaptée au moment présent pour la personne ou pour l'animal. L'idée va être aussi d'aider le magnétisé à mettre en place ses capacités d'autorégulation et d'auto-guérison. Donc, on va avoir finalement un impact sur le plan physique dans certains cas, puisqu'on va pouvoir aider la personne à retrouver ses énergies, à retrouver ses forces, à retrouver sa volonté, pourquoi pas, dans certains cas, pour aller vers le mieux-être. Pourquoi pas vers une guérison. Dans tous les cas, en rééquilibrant au niveau énergétique, on va réinformer l'énergie qui va devenir la matière. Et donc, on va pouvoir aider la personne ou l'animal à retrouver son équilibre également sur le plan physique. Ça ne fera pas tout, on est bien d'accord. On va apporter également une écoute. On va pouvoir réorienter, pourquoi pas, la personne ou l'humain qui nous consulte pour son animal, vers d'autres professionnels. Des professionnels de santé, des comportementalistes, pourquoi pas d'autres thérapies. Dans tous les cas, nous avons un devoir de conseil et d'accompagnement et il peut arriver qu'on se rende compte que finalement l'urgence n'est pas nécessairement
d'apporter un soin ou une séance au niveau magnétiseur, mais parfois il va y avoir besoin de quelque chose de plus physique dans un premier temps. Pourquoi pas une consultation vétérinaire, pourquoi pas d'autres approches. Ensuite, finalement c'est la conséquence du point précédent, le but va être de rester à notre place. Nous sommes magnétiseurs, nous ne sommes pas vétérinaires, nous ne sommes pas naturopathes. Nous sommes tout simplement là pour rééquilibrer l'aspect énergétique. Nous devons le faire dans une éthique également. Donc c'est un point que je traite avec beaucoup de détails et beaucoup d'intérêt quand je forme mes stagiaires, parce que c'est un point vraiment important en fait à intégrer. C'est ce qui va déterminer le magnétiseur ou la magnétiseuse que vous serez. Votre ligne de conduite, votre éthique. Alors, qu'est-ce que la séance de magnétisme va bien pouvoir apporter aux magnétisés? Alors, déjà, du mieux-être dans le corps, l'esprit, les émotions. Ce sont des aspects que l'on va aborder sur l'approche énergétique. Donc, il ne s'agit pas de tout régler, on est bien d'accord, mais on peut apporter un soulagement, un apaisement. On aura parfois aussi l'esprit plus clair. On peut avoir des prises de conscience qui peuvent nous aider à aller vers justement notre mieux-être. On peut avoir une libération de sensations de poids. Parfois, les personnes arrivent chez le magnétiseur en se plaignant de dire je ne sais pas ce que j'ai, physiquement c'est pas matériel, voilà, c'est juste j'ai l'impression, voilà, j'ai un vague, j'ai un truc sur l'estomac, un truc sur la gorge, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de poids sur mes épaules, j'ai mal au dos. Donc là, ça va permettre d'aider justement parfois à libérer ces sensations qui sont assez désagréables et qui ne sont pas vraiment matérielles. On va pouvoir aider la personne à se réaligner avec elle-même, le réalignement avec soi-même. Donc tout simplement par la libération des canaux énergétiques. On va aider la personne à trouver de l'énergie pour aller de l'avant malgré la maladie, malgré la douleur. C'est peut-être finalement le rôle central du magnétiseur. Le magnétiseur n'est pas là pour dire « je vais t'enlever ta douleur ». On n'est pas du tout dans ce rôle-là. Le magnétiseur est là pour dire « je vais t'aider à mieux vivre avec ta douleur ». Et là, on est à notre place. On n'est pas là pour retirer les problématiques des personnes. Chacun reçoit ce dont il a besoin. Ce sont des expériences que nous avons parfois besoin de vivre, même si ce sont des expériences qui peuvent parfois être douloureuses, dérangeantes, gênantes, inconfortables. Ce sont des expériences qui font partie de notre construction et de notre évolution. Le magnétiseur serait complètement en dehors de son rôle s'il voulait retirer ça à la personne. Finalement, il viendrait priver la personne d'une expérience qu'elle avait certainement besoin de vivre et que si elle n'est pas vécue, elle se représentera d'une manière ou d'une autre tôt ou tard et parfois encore plus fort. Donc finalement, on ne rend pas du tout service à la personne ou à l'animal. On va aider la personne ou l'animal à retrouver ou à améliorer ses capacités naturelles d'autorégulation et d'auto-guérison. Donc pourquoi pas, comme je vous disais juste avant, pourquoi pas contribuer à atteindre une guérison, si c'est juste pour la personne en fait. C'est la personne qui va atteindre cette guérison, ce n'est pas le magnétiseur qui va donner la guérison. Mieux vivre avec ses problématiques, trouver les ressources pour les améliorer. Donc tout simplement, on redonne de l'énergie. Ça peut aider la personne à reprendre sa vie en main. Ça peut aider l'animal à lutter contre la maladie, à vouloir se battre, à vouloir avancer. Donc dans tous les cas, on va apporter un mieux-être face aux problématiques. Le but n'est pas forcément de régler la problématique, mais le fait de se sentir mieux pourra contribuer à aider la personne à mieux gérer sa problématique. Pourquoi pas même à la régler. On pourra également améliorer certains troubles du comportement, certains niveaux de stress également. Donc le fait d'apporter une harmonisation sur le plan énergétique va contribuer à baisser, réduire le stress. Et donc dans l'approche comportementale, ça peut être forcément un plus.
Un animal qui est en stress, un animal qui a des troubles du comportement, cherche souvent à manifester quelque chose. Il y a quelque chose qui le dérange, quelque chose qui ne va pas dans son environnement, dans la manière de vivre, etc. Et donc, l'aider finalement à mieux intégrer ces éléments-là à sa vie vont l'aider à réduire le niveau de stress. Peut-être aussi à s'exprimer. Peut-être que l'animal s'exprimera différemment de manière à indiquer plus clairement quelle est sa problématique. Alors, petit bémol, attention. En aucun cas, un magnétiseur peut prétendre vous donner la guérison, vous enlever la douleur, prendre le mal. Ça, c'est un discours qui tient de l'ego, ou plutôt exactement de l'orgueil. Donc on aimerait bien être un dieu, on aimerait bien avoir les pleins pouvoirs, pouvoir soigner tout le monde, donner la guérison, etc. Sauf qu'on n'est pas des dieux. Hein. Et donc le magnétisme demande aussi une bonne dose d'humilité. Même si parfois on peut se faire un petit peu griser, on peut se laisser un petit peu griser par des améliorations, vraiment parfois même des guérisons, hein, des personnes qui sortent de leur séance en disant bah ça y est, j'ai plus du tout mal ou je me sens tellement mieux et puis parfois voilà, on peut avoir des retours très très positifs. Tout ça c'est génial. Mais c'est pas nous qui avons donné la guérison. Le fait de dire je te donne ou je t'enlève ou je te prends, quelque part, on retire au magnétisé son propre pouvoir d'autorégulation, d'auto-guérison, son propre pouvoir à gérer sa vie et à faire en sorte que il va aller mieux et par lui-même. D'accord? Donc, finalement, attention à la manière dont on peut formuler les choses. On n'est pas là pour donner ou prendre, on est là pour accompagner. On va voir un petit peu plus loin que pour être un bon magnétiseur, le but est d'être un bon canal. Et donc, que se passe-t-il quand on dit prendre le mal? Certains magnétiseurs nous disent j'ai pris le mal ou je prends le mal d'une personne. Donc là, en fait, je veux parler de ce terme-là dans le sens où ça n'est pas volontaire. Hein, il ne s'agit pas là d'un discours de dire moi je vais prendre ton mal, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Et encore d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'il s'agit en réalité d'un transfert d'énergie. Donc ce transfert d'énergie, c'est le magnétiseur qui prend l'énergie négative, usagée, la perturbation de la personne ou de l'animal, et en échange, il va lui donner sa propre énergie, donc son énergie de magnétiseur. Donc sans savoir si d'ailleurs cette énergie est calibrée, ajustée, voilà, est la plus juste pour le magnétiser. Donc le résultat est que le magnétisé, bon lui a priori il se sent libéré puisque de toute manière ce qu'il va recevoir c'est forcément mieux que sa perturbation en général. Et donc par contre le magnétiseur lui va porter la problématique qui ne lui appartenait pas. Et donc il va devoir après sa séance se décharger de ce lest et puis à nouveau se remplir de bonnes énergies pour lui. Hein, donc voilà ce qui se passe quand on a un transfert d'énergie et quand on dit voilà tu as pris le mal ou j'ai pris le mal. Donc c'est quelque chose qui peut se produire assez souvent quand des personnes se découvrent justement leur capacité de magnétiser. Ils vont spontanément proposer à quelqu'un qui vient de se faire mal ou qui se sent pas bien de poser leurs mains. Imaginons la personne a mal au dos. Oh attends, bouge pas, je vais poser mes mains sur ton dos, je suis certain ou certaine que ça va te faire du bien. Donc là, l'apprenti magnétiseur va poser ses mains et là se produit ce transfert d'énergie. La personne qui avait mal au dos juste avant se sent beaucoup mieux et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le magnétiseur qui a mal au dos. Le problème dans cette situation-là, c'est que la personne manque d'expérience et qu'elle ne va pas savoir se délester et se recharger. C'est malheureusement l'expérience qui arrive assez souvent aux personnes qui arrivent en formation chez nous et qui nous disent moi j'aime bien magnétiser, je sais que j'y arrive, le problème c'est que derrière je me sens très mal.
Voilà la solution. Le magnétiseur, s'il se met en position d'être un canal énergétique. Donc il demande à canaliser les énergies les plus justes pour le magnétiser, donc ça va être son intention. Il ne sera que l'intermédiaire qui fait le lien énergétique entre la source d'énergie sollicitée, qui est positive, et le magnétisé. Et le magnétiseur envoie les énergies négatives du magnétisé, soit à la Terre, soit à l'univers, ou il peut encore les transmuter directement sur le magnétisé. Donc, je vous rappelle, il s'agit d'inverser la polarité négative d'une information énergétique en polarité positive. Si on part sur ce principe-là, le magnétiseur reçoit les énergies qui sont du coup les plus justes pour lui. Il n'y a pas de transfert d'énergie négative entre le magnétiseur et le magnétisé. Le magnétiseur va pouvoir rester en forme, il va garder sa propre réserve d'énergie puisqu'il n'aura pas besoin de vider son réservoir pour le donner à l'autre. Et puis l'énergie, elle est sympa parce que généralement, si on est un petit peu faible ou qu'on a besoin aussi de recevoir un petit peu d'énergie, eh bien, on est servi au passage. Donc l'énergie va agir positivement sur le magnétiseur, sur le magnétisé au cours de la séance. Donc parfois, on démarre une séance où on se dit, bon, je suis en forme, mais voilà, j'ai connu des jours meilleurs. Et à la fin de la séance, on se sent complètement boosté et donc on a rechargé les batteries. Le magnétiseur va pouvoir également préserver un meilleur ancrage et des meilleures protections. Puisque là, il n'y aura pas de contradiction entre ce qu'il demande et ce qu'il fait, entre l'intention et les actes. Dans la situation précédente, dans le cas où il y a un transfert, probablement que le magnétiseur, certains magnétiseurs font ça professionnellement, il n'y a pas de souci, je respecte parfaitement, ils vont demander des protections, etc. Mais le problème, c'est qu'ils demandent à être protégés des énergies négatives, mais que d'un autre côté, ils les prennent volontairement. Donc là, du coup, il y a un problème de cohérence. Et donc, forcément que les protections ne peuvent pas fonctionner correctement. Les protections ne peuvent pas forcément tout filtrer, aussi bien que quand on est dans une intention qui est parfaitement claire et parfaitement alignée avec les actes. Alors, quelles vont être les limites du magnétisme? Alors, sur le principe, on a vu qu'à partir du moment où tout n'est qu'énergie, on n'a plus qu'à informer l'énergie et donc du coup techniquement il n'y a pas de limite. Donc il va falloir un petit peu nuancer tout ça. À mon sens, il va y avoir quand même des limites qui devront être posées. Première limite, ça sera les capacités du magnétiseur lui-même. Sa fatigue, ses capacités de concentration, son état d'esprit. Un magnétiseur qui n'est pas de bonne humeur, qui n'est pas en phase, qui est épuisé, qui est préoccupé, autant qu'il ne travaille pas ce jour-là, qu'il ne fasse pas de séance de magnétisme les jours où ça ne va pas. Il ne sera pas forcément source de négatif pour la personne ou l'animal. Le problème, c'est que ses protections seront moins bonnes et puis il ne va pas forcément retirer bénéfice de cette séance, puisque lui-même ne va pas être présent autant qu'il aurait aimé. La valeur vibratoire, l'ancrage et la connexion aux énergies. Donc la valeur vibratoire du magnétiseur, ça va être justement sa quantité d'énergie. Qu'est-ce qui va vibrer? Qu'est-ce qui va dégager? Donc un magnétiseur doit prendre soin de lui. Il doit en premier lieu se magnétiser lui-même, faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie, de façon à avoir les énergies les plus lumineuses, les plus hautes possibles, de façon à pouvoir apporter le meilleur aux personnes et aux animaux qu'il va accompagner. Plus la valeur vibratoire sera élevée, plus l'ancrage à la Terre et la connexion aux énergies et à l'univers seront de bonne qualité. Les connaissances du magnétiseur vont également être à la source des limites. Si un magnétiseur ne connaît pas une perturbation, ne connaît pas un phénomène, eh bien, il ne va pas aller détecter ce phénomène. Et donc, du coup, c'est ça de moins qu'il sera traité au cours de sa séance. Plus un magnétiseur aura de connaissances larges et dans d'autres disciplines,
eh bien, meilleur il pourra être puisqu'il aura l'idée d'aller chercher. Il aura l'idée de se dire, tiens, là, je sens qu'il y a une perturbation, je ne la connais pas, je vais aller explorer. Et puis ensuite, le magnétiseur va se poser ses propres limites. Donc, nous avons nos propres limites, nos schémas limitants, comme on les nomme souvent. Donc ça va être plutôt quelque chose qui va nous bloquer dans le sens un peu négatif. Mais nous avons aussi des limites à se poser sur le plan éthique, sur le plan moral, en termes de protection énergétique et au niveau des choix que l'on doit faire. Donc tout ça, ce sont des limites qui ne sont pas forcément mauvaises ou négatives. Hein. C'est juste que voilà, la personne, le magnétiseur, va poser un cadre. Et c'est à l'intérieur de ce cadre qu'il pourra évoluer librement. Mais dans tous les cas, le cadre est posé et les limites sont posées par rapport à la clientèle, par exemple. Autre limite, le respect du magnétisé. On ne peut pas magnétiser sans l'autorisation. Donc que ce soit un animal ou une personne, on ne peut pas magnétiser si on ne sait pas si la personne ou l'animal est OK avec ça. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il y a des fois la personne ou l'animal ne peut pas manifester sa volonté. Si la personne est loin ou elle est inconsciente ou voilà tout simplement l'animal qui n'est pas doté de la parole. Donc il existe des moyens justement de pouvoir recueillir cette information par le biais de la radiesthésie et d'autres biais comme par exemple la communication animale et autres. Et puis si on n'est pas sûr du coup, eh bien on a des protocoles et des techniques que l'on va mettre en place au début d'une séance de magnétisme de façon à s'assurer que si la personne ou l'animal a souhaiterait recevoir le soin, il le reçoit. Et s'il n'a pas envie, eh bien que ce soin puisse repartir sur des êtres ou à la Terre qui, eux, en ont besoin. Et le magnétiser lui-même. Donc, voilà encore une limite. Donc, si la personne ne croit pas dans le magnétisme, si la personne nous met au défi de lui prouver que le magnétisme existe et que ça sera efficace, eh ben, autant ne pas perdre son temps avec ces personnes-là, puisque la personne va recevoir ce qui sera conforme à ses croyances. C'est-à-dire que la personne va entrer en résonance avec ce qui est en lien avec ses propres convictions. On parlera alors donc de l'effet nocebo. Donc c'est l'opposé de l'effet placebo. L'effet placebo aura un effet positif, l'effet nocebo aura un effet négatif sur la personne. Et dernière limite, priorité à la médecine et aux soins vétérinaires. Donc en cas d'urgence, la première intention n'est pas d'aller voir le magnétiseur. En cas d'urgence, la première intention, c'est les soins médicaux et vétérinaires. Donc on peut en parallèle passer un coup de fil au magnétiseur et lui dire bah écoute là voilà mon animal est chez le vétérinaire, ça va pas, est-ce que tu peux apporter une aide énergétique? Évidemment, au contraire, mais l'animal est pris en charge par les professionnels de santé. Voilà, ça c'est vraiment important. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir tout miser sur l'énergétique et malheureusement ça n'est pas adapté. Nous allons justement revenir sur ce sujet un petit peu plus loin. Alors, l'effet placebo, effet nocebo. Donc, ces deux effets sont issus finalement de la tradition médicale. Donc, lorsque on veut tester une thérapie, un médicament, etc., donc on va faire une expérience dite en double aveugle. Donc, on va distribuer aux patients soit le médicament, soit le placebo. Donc, le médecin ou le référent qui va distribuer les médicaments ne sait pas lui-même ce qu'il va donner, s'il donne le placebo ou la vraie substance. Et donc, on s'est rendu compte que à peu près pour toutes les expériences, on a en général un certain pourcentage
de personnes qui reçoivent le placebo qui ont une amélioration significative des symptômes qui étaient censés être soignés par la molécule, qu'ils n'ont pas reçu en l'occurrence. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire que la personne se met dans l'état d'esprit que ça va aller mieux, et donc ça va déjà mieux. L'effet nocebo, du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir le même effet, mais négativement. Si je suis persuadée que ça ne va pas aller, eh ben, ça ne va pas aller. Donc, voilà, l'effet placebo autant que l'effet nocebo vont avoir un impact finalement dans le magnétisme, aussi bien les personnes qui vont recevoir le soin et qui l'ont demandé, et les personnes qui justement cherchent un petit peu à démontrer que le magnétisme, de toute façon, moi ça ne marchera pas, je n'y crois pas. Bon, ok, tu ne crois pas, tu vas recevoir ce que tu demandes. Et donc, même si quelque part la séance aurait pu être positive pour toi, et finalement, elle sera soit neutre, soit tu vas te trouver des nouveaux symptômes. Alors, dans certains cas, ça peut aller jusque-là. Donc, l'effet placebo, puisque c'est surtout celui-là qu'on va mettre en avant quand les personnes nous parlent du magnétisme, nous disent ouais, mais c'est l'effet placebo qui fonctionne, c'est pas miraculeux. Effectivement, l'effet placebo a un impact important dans l'amélioration de l'état émotionnel ou autre des personnes. Et alors, où est le problème? La médecine moderne utilise l'effet placebo. Dans toutes les pharmacies hospitalières, il y a des placebos. On donne des placebos aux patients. Donc, pourquoi est-ce que, sous prétexte qu'on est une discipline énergétique, on devrait se passer de cet effet placebo? Si le fait que la personne ou l'animal sache qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, que cette personne l'a écouté, que cette personne est là pour l'aider à se sentir mieux, si déjà ne serait-ce que ça aide la personne à se sentir mieux ou l'animal à se sentir mieux, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver? Il n'y aurait aucun intérêt à se priver de ça. Donc voilà, l'effet placebo, oui, il est présent dans le magnétisme comme il est présent dans toutes les autres disciplines, qu'elles soient médicales, paramédicales, purement énergétiques. L'effet placebo est partout et l'effet placebo, il est important et on aurait tort de s'en priver. C'est déjà une partie du chemin qui est faite. Donc, allons-y. Parlons justement un petit peu plus de ce point de vue holistique. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait que le magnétisme va agir sur une partie, la partie énergétique. Donc, voyons un petit peu plus en détail le point de vue holistique qui va diviser le corps, enfin l'être plus exactement, en 4 parties. Dans un être, on a le corps, donc qui est la matière physique, hein, le muscle, l'os, les organes, le sang, etc. Ensuite, on a l'esprit, le mental, le psychologique. Donc, voilà ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, que nous sommes capables de penser, que nous sommes capables de réfléchir, etc. Ensuite, il y a les émotions. Alors, les émotions, elles peuvent être positives, négatives. Dans tous les cas, les émotions peuvent être très fortes et elles peuvent créer également des blocages. Et ensuite, nous avons la partie énergétique. Nous sommes un corps énergétique. Donc, l'ensemble de ces 4 plans, ces 4 aspects, font finalement l'être à part entière. Et ces aspects vont résonner les uns avec les autres. Donc, plusieurs règles du point de vue holistique. La bonne santé, le bien-être correspond à l'équilibre dans chaque portion de ce camembert et donc dans chaque plan de l'être. La maladie, c'est le déséquilibre dans l'un des plans qui déséquilibre l'ensemble des autres plans. La maladie se manifeste sur chaque plan. Chaque plan doit être traité par les thérapies adéquates pour retrouver l'équilibre global. Et on ne peut pas obtenir la guérison complète si on ne traite qu'un seul plan.
Donc on aurait tort, par exemple, de tout miser sur l'aspect énergétique avec le magnétisme. Dans une problématique, dans une maladie, il va falloir s'occuper du corps, avec le vétérinaire, le médecin. Pourquoi pas de l'esprit et du mental, en lien avec les émotions, ou à part, le psychologue, les fleurs de Bach, l'EFT, etc., etc. Et c'est seulement en ayant exploré ces 4 plans, ces 4 aspects, que l'on pourrait considérer que la guérison est complète. Puisque s'il reste un petit fragment justement de la cause ou de la source ou de l'impact de cette maladie sur l'un des 4 plans, et bien tôt ou tard, ça va de nouveau se manifester et ça va de nouveau se propager à l'ensemble des plans. N'oublions pas non plus que du point de vue holistique, la disparition des symptômes ne signifie pas la guérison. Parlons à présent du corps énergie. Voyons un petit peu de quoi nous sommes composés, nous et les animaux, sur le plan énergétique. Vous pouvez observer sur cette planche une silhouette humaine donc, qui représente les 7 chakras et les 7 enveloppes du corps physique. Donc, autour de ces chakras, nous avons 7 couleurs et chacun de ces chakras est associé à un sens, à une couleur, à une note de musique, etc. etc. Donc, le principe de ces chakras, donc le terme chakra déjà, est un mot sanskrit qui se traduirait par roue ou vortex d'énergie. Les 7 chakras finalement sont les principaux et c'est à travers eux finalement que l'énergie vitale, alors certains l'appellent le prana, le chi, l'énergie universelle, etc., ou l'énergie vitale, va pouvoir circuler et se répartir entre le corps physique et les enveloppes énergétiques. Donc ces enveloppes énergétiques, vous les voyez sous forme d'ombres de différentes couleurs autour de cette silhouette. Donc bon, c'est un schéma, si vous vous intéressez un petit peu plus au sujet et qu'on commence à justement aller mesurer l'ampleur de ces enveloppes, donc on peut avoir plusieurs mètres entre les différentes enveloppes, on a même des enveloppes intermédiaires qu'on nomme les harmoniques. Et on peut avoir plusieurs mètres, voire des dizaines de mètres. Certains êtres, certaines personnes vont avoir un biochamp immense, vont avoir ce qu'on peut appeler l'aura. Donc encore que, voilà, il faut redéfinir ce qu'est une aura. Donc voilà, et donc dans ces enveloppes, on va avoir des informations. Chaque enveloppe va avoir une vibration, donc une fréquence. Et sur cette fréquence, l'information va consister à recevoir et stocker nos émotions, nos schémas mentaux, nos mémoires de cette vie actuelle. Et puis pour les personnes qui y croient, on va également stocker nos karmas, nos vies antérieures. Et donc, quand on va rencontrer une situation dans la vie présente qui entre en résonance avec cette mémoire, cette information qui est stockée quelque part dans nos enveloppes énergétiques, eh bien, il va se produire un phénomène sur nous. Donc aussi bien positif que négatif, des fois c'est pas toujours très confort, mais voilà, on parle d'une situation karmique, d'une rencontre karmique, etc. Donc voilà, l'idée finalement du travail du magnétiseur va être d'apporter un équilibre entre ces 7 chakras, ces 7 enveloppes énergétiques, les premières. Donc le but est que l'énergie qui circule entre ces différents chakras, dans chacun de ces chakras, soit harmonieuse. Que les 7 chakras soient harmonieux les uns avec les autres. Chacun des chakras peut représenter un blocage. Le chakra rouge, celui qui correspond au chakra racine par exemple, c'est le chakra de notre sécurité matérielle. Et on pourra avoir ce chakra qui se trouve encombré par nos peurs par exemple.
Voilà, bon, je ne vais pas vous faire les 7 chakras, pourquoi pas une conférence hein, sur le thème une autre fois, mais voilà, j'aimerais avancer un petit peu plus. Donc, nous avons également donc, des enveloppes supérieures, des chakras supérieurs. Donc, sur ce schéma, tout à gauche, vous avez les 24 chakras aériens et jusqu'au 10e chakra souterrain. Hein. Donc, vous voyez au milieu, vous avez la petite silhouette. Vous avez la petite silhouette humaine et donc vous avez voilà, jusqu'au 24e chakra en haut et puis jusqu'au 10e chakra souterrain. Hein, donc ce sont, après voilà, vous avez les zooms hein, sur les chakras aériens et les chakras souterrains. Donc ça nous montre en fait que au-delà des 7 chakras du corps physique, on a encore d'autres centres d'énergie qui sont à l'extérieur de nous, qui sont connectés à d'autres énergies, hein, etc. Et également à d'autres enveloppes énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on explore plutôt dans le deuxième niveau du stage de Reiki, de stage de magnétisme. Donc voilà, c'est un thème que je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que sinon on passe la soirée hein, sur le sujet. Alors, sur cette planche, nous avons les canaux extrasensoriels. Donc, on retrouve les chakras hein, vus de profil. Donc, on voit les espèces de petites trompettes qui sortent à l'avant et à l'arrière du corps physique. Hein, donc, les petites trompettes ou les petits entonnoirs énergétiques hein, dans lesquels l'énergie va tourbillonner. Et puis, donc, nous avons les différents canaux. Donc, on appelle les canaux extrasensoriels. Donc, qui vont permettre d'avoir les différents clairs, la clairaudience, la clairvoyance, la clairolfaction, la clairsaveur et le clair ressenti au niveau des mains. Donc tous ces systèmes énergétiques vont nous permettre de percevoir les sensations dans le monde de l'invisible, c'est-à-dire ce que nos yeux de chair ne peuvent pas percevoir, notre clairvoyance le pourra peut-être. Si ce n'est pas la clairvoyance, ce sera le clair ressenti. Donc ça va nous permettre de sentir les énergies sur des vibrations beaucoup plus hautes, hein, des fréquences beaucoup plus hautes que celles de la matière. Hein, donc voilà comment le magnétiseur va pouvoir travailler en fait. Hein, ce sont ses outils de travail. Et donc grâce à ce clair ressenti, il va pouvoir aller scanner, détecter dans les enveloppes énergétiques de son magnétisé les éventuelles perturbations, par exemple. Alors, pour information, nous avons également d'autres chakras. Hein. Il y en a une très grande liste. Donc, voilà, quelques chakras secondaires et puis des chakras mineurs. Donc, sur ces chakras-là, on va pouvoir rajouter encore d'autres centres énergétiques qui sont situés au niveau de nos glandes du corps physique. Hein. Donc, le foie, les reins, pancréas, glande pinéale, thyroïde, etc. Donc, toutes ces glandes vont avoir un rôle sur la matière, hein, dans le corps physique, hein, la biochimie, etc. Mais il va y avoir également un rôle sur le plan énergétique. Donc sur ce plan énergétique, chacune de ces glandes va pouvoir débloquer déblocage émotionnel, karmique, etc. Va permettre d'activer certains systèmes d'autorégulation et autres. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer non plus sur ce thème-là. C'est un sujet qui demande plusieurs jours d'études, hein, donc ça serait un petit peu complexe de vous résumer ça en si peu de temps. Nous pouvons par contre observer la disposition des chakras chez le quadrupède. Donc on retrouve le même code couleur que chez l'humain. Et donc nous avons le chakra racine, donc, qui part de la région du pubis avec le prolongement des racines dans le sol. Le chakra sacré, donc dans la région du sacrum. Alors, je me rappelle que finalement je ne vous les ai même pas nommés. Le chakra du plexus solaire, donc à hauteur hein, de l'estomac. Le chakra du cœur,
à hauteur du cœur bien évidemment. Le chakra de la gorge ou chakra laryngé, donc situé, alors selon les espèces, hein, plus ou moins haut dans le cou, mais généralement à peu près au début de la trachée. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil, donc qui est situé à la base du front entre les deux yeux, et le chakra coronal, donc qui va être situé comme une couronne au sommet de la tête. Donc chez les animaux, vous pouvez noter qu'il y a un huitième chakra, donc qui va avoir un rayonnement au niveau du poitrail, au niveau du garrot et de part et d'autre au niveau des épaules. Il s'agit du chakra du contact. Donc il est représenté couleur argentée pour les animaux de compagnie et pour les animaux sauvages, il sera plutôt doré pour les personnes clairvoyantes. Donc ce chakra va avoir des fonctions complémentaires, supplémentaires aux 7 chakras qui sont identiques quasiment entre l'humain et les animaux. Et les animaux possèdent également un système d'enveloppe, comme on a pu le voir chez l'humain. Hein, donc cette enveloppe principale, il manque la huitième qui serait soit argentée, soit dorée. Et puis donc les distances hein, entre ces différentes couches, évidemment, pour que ça puisse tenir hein, sur un schéma. Donc on n'est pas du tout sur une mise à l'échelle, hein, mais ces enveloppes s'emboîtent, hein, s'imbriquent comme des poupées russes. Et donc il y a des poupées qui sont plus ou moins grandes. Hein, et donc il y a plus ou moins d'épaisseur entre deux enveloppes énergétiques. Les chakras mineurs internes de l'animal. Donc, comme chez l'humain, on va avoir des chakras mineurs, des chakras secondaires. Les animaux possèdent également des chakras aériens, des chakras souterrains. Donc, voilà, ça demande une étude un petit peu poussée, de façon à pouvoir harmoniser tout ce monde et détecter éventuellement là où il y a une problématique. Alors, quelles vont être justement ces problématiques ? Alors, dans les enveloppes énergétiques, les corps énergétiques, etc., on va trouver des énergies usagées, donc des énergies qui ne sont plus en adéquation avec les besoins du moment pour le magnétiser. Donc, on les appelle souvent énergie négative, mal, énergie usagée, ça me convient très bien, perturbation, pourquoi pas. On va avoir également des mémoires pesantes. Hein, on trouve des mémoires positives, bien évidemment, mais celles-là, on n'y touche pas. Mais on va trouver des mémoires négatives, pesantes, des schémas erronés, des émotions pas bien gérées ou pas gérées tout court, des pensées négatives, des schémas limitants. Hein, donc, toutes ces informations-là, en fait, on va les retrouver dans les enveloppes énergétiques. Donc, du coup, on va pouvoir travailler main dans la main finalement pour faire avancer le magnétisé avec d'autres pratiques, d'autres thérapies. Pourquoi pas approfondir le travail émotionnel avec les fleurs de Bach ou avec l'EFT par exemple. On va trouver également des parasites astraux. Donc ce sont des espèces de bestioles qui évoluent sur d'autres plans vibratoires, donc qui sont sur des fréquences différentes des nôtres et qui viennent se nourrir de notre énergie vitale. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, hein, c'est juste voilà, sur le plan physique, on peut attraper des poux, des puces, des tiques, et donc sur le plan énergétique, on peut attraper aussi des petits parasites astraux. On va trouver également des entités parasites. Donc là, on parle plutôt de défunts qui se sont accrochés sur nos enveloppes, par exemple. Hein, donc voilà, ça peut être tout simplement une personne qui a besoin de passer un message avant de partir dans l'autre monde. Ça peut être aussi tout simplement une âme errante qui était là et puis qui a vu que tiens, là, cette personne qui passe, je m'accrocherai bien à elle et puis je lui piquerai bien son énergie vitale. Donc c'est pas la fin du monde non plus, hein, ça se libère généralement assez facilement. La problématique, c'est que tant qu'on ne les détecte pas, ces parasites et entités vont nous vider de notre énergie.
où vraiment on peut se sentir fatigué. Et donc ça, c'est assez problématique. Dans ces enveloppes, on va trouver également des mémoires ou des charges karmiques. Donc, un ensemble d'informations qui vont être issues de nos vies passées. Donc là, encore faut-il adhérer au côté réincarnation. On trouvera également des objets négatifs. Donc ça peut être la mémoire d'un objet qui nous a blessés, qui nous a fait mal. Donc l'information reste présente. Et donc avec le clair ressenti, on pourra détecter quelque chose qui a la forme justement de l'objet qui a posé problème. On peut trouver également des liens d'attachement, donc des liens avec d'autres personnes, avec des situations, etc. Donc tout ça, ça peut vraiment entraver la personne ou l'animal. Et puis évidemment, on va trouver des clés de libération karmique, des clés de libération émotionnelle, libération mentale, physique, etc. Donc si on trouve l'aspect négatif, on peut trouver également des clés positives pour vraiment apporter un plus à la personne ou à l'animal. Alors, parmi les outils du magnétiseur, donc, qui vont permettre justement de mener à bien tout ce travail, donc il va d'abord avoir ses canaux extrasensoriels, donc son clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, etc. Donc c'est l'outil qui est intégré directement en chacun de nous. Ensuite, on va pouvoir utiliser la radiesthésie, pendule, baguette, radmaster, lobe antenne, etc. Donc peuvent être employés pour la détection ou pour le traitement directement des perturbations. Le test kinésiologique. Donc le but n'est pas d'être kinésiologue sans se former à la kinésio, rien à voir. Il s'agit tout simplement d'utiliser un test musculaire qui va permettre d'interroger le corps de la personne ou de l'animal de façon à pouvoir déterminer quelle est la problématique énergétique évidemment et comment pouvoir accompagner au mieux la personne ou l'animal. La lithothérapie est l'utilisation des pierres et cristaux pour leurs vertus énergétiques, thérapeutiques. Donc ça peut être un outil complémentaire pour le magnétiseur. Par exemple, au cours d'une séance, on peut poser des pierres sur la personne, sur l'animal. Pour les soins à distance aussi, on peut utiliser la lithothérapie. Les mudras, les bols chantants, les gongs, les tambours, donc tout ce qui est le son. Les codes de l'activation de l'ADN, donc méthode Jan Lipnik, donc, qui sont des outils qui permettent justement de mieux utiliser, d'améliorer nos capacités extrasensorielles. On peut utiliser les symboles, des symboles, selon nos croyances, nos convictions. Idem pour les objets programmés et pour les prières et les mantras, évidemment. Donc la liste des outils est très longue, elle n'est pas exhaustive. Donc voilà, chaque magnétiseur trouve après les outils qui lui conviennent à chaque instant, à chaque période. Il y a des fois où on va utiliser plus tel outil qu'un autre, on va délaisser certains et puis on reviendra vers eux, voilà, en fonction de l'évolution de nos besoins. Au niveau des techniques, alors la base en fait, c'est ce qu'on appelle les passes de magnétisme. Donc il y a différentes intentions qu'on va pouvoir mettre. Donc la détection des perturbations, donc on va passer nos mains de façon à rechercher où se trouve telle problématique, on va y mettre une intention dessus. Ensuite on va pouvoir apposer les mains, donc là on va rester la main au-dessus d'une zone qu'on est en train d'harmoniser. On a les passes de dégagement et de comblement, donc là on fait du nettoyage et on remplit avec des énergies nouvelles, ou la transmutation que j'ai déjà définie. On va pouvoir poser les intentions les plus justes pour le magnétiser. Donc ça c'est important de savoir poser ces intentions-là. On va pouvoir travailler par visualisation. Donc avec les animaux, c'est parfois beaucoup plus simple de travailler par visualisation qu'avec la gestuelle, puisque les passes de magnétisme peuvent être intimidantes, voire effrayantes pour certains animaux. Donc pour ne pas stresser l'animal, on va pouvoir faire certaines choses directement en visualisation. On pourra utiliser également les prières, les mantras en fonction de nos croyances. On pourra également faire appel à des présences spirituelles.
Donc là encore, en fonction de nos convictions, de nos croyances, hein. Et ensuite, on pourra pratiquer le magnétisme crânio-sacré. Donc là, on va vraiment créer une harmonie entre les énergies au niveau de la tête et du sacrum, donc le long des 7 chakras et le long des canaux de ce qu'on appelle la Kundalini. Hein, donc c'est un système énergétique que je n'ai pas défini tout à l'heure. J'ai pas vraiment le temps de rentrer trop dans les détails. Hein, donc c'est un ensemble de 3 canaux énergétiques principaux qui vont être situés le long de la colonne vertébrale et qui vont permettre d'avoir une bonne circulation énergétique tout le long justement de ces 7 chakras, eux-mêmes positionnés le long de la colonne vertébrale et jusqu'au sommet de la tête. Ensuite, on pourra faire un travail à distance. Donc le travail à distance va être sur une séance complète de magnétisme à distance, par exemple, où on pourrait imaginer travailler sur une intention spécifique. Hein, donc voilà, une aide pour un entretien, un examen, etc. Que sais-je. Et ensuite, donc, peut-être l'outil, le premier à utiliser, c'est l'autotraitement de magnétisme. Hein, donc vraiment s'occuper de soi en tant que magnétiseur avant d'aller s'occuper des autres. Donc voilà, des techniques, il en existe plein. Je ne vais pas tout vous détailler, hein. Vous savez, on passe pas mal de temps à enseigner tout ça dans notre formation de magnétisme. Et donc voilà, ça regroupe vraiment des outils très variés. Et donc chacun va pouvoir piocher les outils et les techniques qui lui conviennent en fait, hein. Nous allons pouvoir passer à vos questions-réponses. Donc j'ai reçu un certain nombre de mails, de messages privés via Facebook, etc. pour poser quelques questions concernant le magnétisme. Donc j'en ai fait une synthèse de façon à pouvoir répondre le plus largement possible aux interrogations des uns et des autres. Alors, première question. Pourquoi faut-il se protéger quand on pratique le magnétisme? De quoi se protège-t-on? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, on se protège de soi-même. On se protège de nos propres peurs. Ce sont les peurs qui font baisser nos protections, justement. Et donc, les protections, elles vont être dans le but d'éviter justement ce transfert d'énergie dont on a parlé tout à l'heure, pour éviter d'être pollué par les perturbations du magnétisé et de façon à ne pas non plus donner sa propre énergie, pour vraiment rester dans cette posture de canal. C'est surtout ça le plus important. Comment savoir si j'ai les capacités pour être magnétiseur ou magnétiseuse? Eh bien, tout simplement, vous l'êtes. Nous sommes tous magnétiseurs et magnétiseuses. Nous avons tous cette capacité en nous. La question est, est-ce que je peux être bon ou doué en tant que magnétiseur ou magnétiseuse? Donc, à cette question-là, je vais vous dire que nous avons tous la capacité d'apprendre à écrire. La question est de savoir, est-ce que nous serons tous des grands poètes, des grands romanciers ou pas? Le problème n'est pas forcément d'être le meilleur. Le problème est tout simplement de dire, est-ce que je suis capable d'écrire quelque chose? Oui, eh bien voilà, c'est à la portée de tout le monde. Donc chacun et chacune est capable d'être magnétiseur. Tout le monde va pouvoir s'intéresser au sujet, tout le monde va pouvoir développer ses compétences. Et donc au final, c'est une capacité qui ne demande qu'à s'épanouir. Et plus vous pratiquerez, plus vous serez dans cette éthique et cette philosophie, et plus vous parviendrez à dégager de l'énergie et à apporter du bien-être autour de vous. Alors, question suivante. Est-ce que je risque de récupérer une entité si je donne une séance de magnétisme à quelqu'un qui en a une sur lui? Alors, les entités, j'ai eu beaucoup de questions sur cette thématique-là. Donc, les entités, elles vous font peur. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas la fin du monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les entités donc, sont tout simplement des êtres, des présences qui évoluent sur d'autres plans que le nôtre, sont d'autres vibrations, sur d'autres fréquences.
Et donc, ils peuvent venir auprès de nous de façon à venir prendre notre énergie vitale. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher l'énergie. Voilà, si vous avez un panier rempli de fraises, eh ben, ça va être plus facile d'aller piocher dedans que d'aller cueillir vos fraises. Donc, tout simplement, les entités vont procéder comme ça. Donc, si j'ai une entité qui s'est accrochée à moi, eh ben, moi, je vais plutôt avoir tendance à lui dire merci. Puisque si elle s'est accrochée à moi, c'est que j'avais une fuite d'énergie. Une fuite sur laquelle elle a pu venir justement se greffer un peu comme le ferait une sangsue. Hein, donc, si cette entité a pu venir sur moi, c'est que je lui ai laissé l'opportunité. Et cette opportunité, finalement, c'est une faille. C'est un aspect de moi que j'ai laissé fuiter. Et donc, du coup, quelque part, cette entité a permis de me montrer une problématique. Et donc, du coup, ben, je vais plutôt la remercier. Voilà, je vais l'aider à partir. Et puis ben, derrière, je vais faire en sorte de régler cette problématique, refermer cette faille, cette fuite d'énergie que je peux avoir dans mes enveloppes énergétiques. Et merci, merci d'être venu. Donc voilà. Pour aller plus loin donc, sur la question de est-ce qu'il peut y avoir un transfert, bah, à partir du moment où on est parfaitement bien ancré, qu'on est clair dans nos intentions, qu'on se place comme un canal et qu'on est en forme en fait pour donner cette séance, il est très peu probable qu'un transfert se produise. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut magnétiser une femme enceinte ou une femelle gestante? Une personne avec un pacemaker ou du matériel chirurgical, plaque, vis, suite à une fracture. Alors effectivement, selon les sources, selon les auteurs, si vous ouvrez des ouvrages concernant le magnétisme, vous pourrez entendre certaines contre-indications. Alors, de mon côté, je ne vois pas de contre-indication sur ces thèmes-là. Une femme enceinte, une femelle gestante, pourquoi pas? Enfin, au contraire, on part du principe qu'on est canal énergétique, qu'on demande les énergies les plus justes pour la personne ou pour l'animal. Donc, bah, ça ne peut pas nuire. Au pire, il ne va rien se passer. Au mieux, ça va apporter ce dont l'animal ou la personne pourrait avoir besoin à ce moment-là, sur le plan énergétique. Donc, non, pas de contre-indication. Là où éventuellement on peut mettre un petit bémol, ça va être sur les pacemakers. Il arrive que certains magnétiseurs parviennent à démagnétiser des cartes bancaires, tellement ils ont d'énergie dans les mains. Il peut arriver aussi que les montres numériques, etc., se dérèglent pour les personnes magnétiseuses. Donc, effectivement, on ne va pas aller apposer nos mains sur la zone où se trouve l'appareillage médical, hein, que ce soit pacemaker, pompe, insuline, etc. Donc, mais pour le reste, ben, il n'y a aucun problème en fait. L'énergie, elle est intelligente, elle va aller là où la personne a besoin et donc elle ne va pas nuire. Au pire, il ne se passera rien. Dans la mesure où on est dans les plus justes intentions, et dans le respect de la volonté du magnétisé, je ne vois aucune contre-indication à la pratique du magnétisme. Alors, est-ce que les animaux sont réceptifs au magnétisme? Comment fait-on une séance à un animal? Donc effectivement, les animaux sont extrêmement réceptifs au magnétisme. On va pouvoir leur faire une séance de différentes manières. Soit on va pouvoir procéder en présentiel, donc là on va pouvoir apposer, effectuer nos passes de magnétisme directement auprès de l'animal. Pourquoi pas un peu par visualisation pour certaines étapes qui peuvent être un petit peu dérangeantes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les passes peuvent être un petit peu rapides ou autres et pourraient intimider ou effrayer les animaux. Donc on fera une partie un petit peu plus à distance ou en visualisation. Et puis après, donc, on peut faire un travail complètement à distance. Bon, bah là, du coup, il n'y a plus le souci d'intimider ou d'effrayer l'animal. Donc les animaux sont très réceptifs, dans le sens où ils vont prendre vraiment ce dont ils ont besoin. Ils captent tout de suite qu'on est là pour eux, on est là pour leur apporter ce dont ils ont besoin, l'énergie la plus juste pour eux.
Il arrive assez souvent que l'animal vienne directement se coller auprès du magnétiseur et puis que voilà, le magnétiseur sent que l'énergie passe. Il ne va pas émettre d'intention particulière de nettoyer, de quoi que ce soit, d'aller chercher une perturbation. Juste l'animal vient se servir, il prend ce dont il a besoin comme énergie. Et une fois que, on va dire, la batterie est chargée, il va s'en aller, tout simplement. Donc pour les séances aux animaux, c'est pas toujours très protocolaire. C'est vraiment au feeling, à l'intuitif, selon ce que l'animal a besoin et selon ce qu'il va exprimer au moment où a lieu la séance. Comment marchent les séances à distance? Alors effectivement, c'est une question qui est assez récurrente et qui peut vraiment interroger. Quand on est en présentiel, bon, on voit le lien qui peut se faire, mais comment ça peut marcher à distance? Tout simplement parce que il s'agit d'une information, d'une onde. Donc on envoie une information à distance, une fréquence. Donc on n'a pas besoin d'être à côté de la personne pour pouvoir penser à la personne, pour pouvoir visualiser la personne et pour pouvoir lui envoyer nos intentions et donc de manière un petit peu plus générale, effectuer notre soin. Donc c'est de l'énergie. Quand on passe un coup de fil à quelqu'un, on parle à cette personne, on interagit avec cette personne, on a le combiné qui est juste là, mais on parle en fait à une machine, d'accord? Et c'est ces machines qui vont transmettre une information via une onde et qui va nous permettre justement d'échanger, d'interagir avec la personne à l'autre bout du fil. Donc au niveau énergétique, c'est un petit peu la même chose. On va avoir ce fonctionnement qui va se faire à distance puisque l'onde va pouvoir se déplacer, la fréquence va pouvoir atteindre sa cible, hein, donc par loi de résonance. Donc voilà, c'est une version un petit peu succincte hein, de l'explication. J'explique ça de façon un peu plus imagée, un petit peu plus détaillée, avec un petit peu plus d'informations dans la formation, où justement je fais appel à des théories quantiques, donc des vidéos hein, qui démontrent justement pas mal de choses sur les théories quantiques qui ont été établies depuis déjà un peu plus d'un siècle maintenant. Faut-il se déshabiller pour recevoir une séance? Oh que non. Oh que non. Donc, cette question a été posée justement par une personne qui a consulté un praticien qui lui a demandé de se dévêtir. Donc, ma réponse à cette question est non. L'énergie va pouvoir passer parfaitement à travers les vêtements. Il n'y a aucun souci avec ça. Si l'énergie peut passer à des dizaines de kilomètres hein, pour les soins à distance, il n'y a pas de raison que ça ne traverse pas les vêtements quand on est directement sur place à côté du magnétisé. Donc au mieux, voilà, si au cours d'une séance il fallait retirer quelque chose, c'est les chaussures pour pouvoir monter sur la table de soins et puis peut-être retirer la boucle de ceinture de façon à se sentir à l'aise. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on va demander à retirer. Hein, il est hors de question de demander à quelqu'un de se dévêtir. Là, on est complètement hors des clous hein, au niveau éthique. Enfin voilà, il n'y a aucune raison de demander à une personne de se dévêtir pour recevoir une séance de magnétisme et une séance de Reiki ou d'autres soins énergétiques de manière à peu près générale. Hein. Bon, après, s'il y a des actes de massage ou autres, c'est différent. Mais en ce qui concerne le magnétisme, non, on ne se dépoile pas. Alors justement, notre formation sur le magnétisme humain et animalier, donc ça se passe en 2 niveaux. Donc pour le premier niveau, voilà notre programme. Donc comprendre le magnétisme, donc voilà, c'est un ensemble de définitions, de notions dont on a fait un survol, très survol aujourd'hui. L'histoire du magnétisme, savoir d'où ça vient, hein, qui sont un peu les grands noms. L'éthique, les corps énergétiques, donc là aussi on va entrer beaucoup plus dans le détail que la petite présentation succincte que je vous ai faite. Ressentir l'énergie, donc là l'idée c'est vraiment
d'aller capter ce qui se passe en fait, dans nos mains, dans notre corps, etc. Comment chaque personne va fonctionner de façon à pouvoir comprendre et du coup mieux utiliser les outils qui vont venir juste après. Donc le protocole de préparation à la séance, donc protocole de protection, etc. Faire en sorte de recevoir ou de recevoir la personne ou l'animal dans les meilleures conditions, du point de vue énergétique évidemment. Le protocole de séance à proprement parler, donc en théorie et en pratique. L'atelier radiesthésie et lithothérapie. Donc l'atelier de radiesthésie consiste à apprendre à utiliser le pendule, les baguettes, s'ouvrir sur d'autres techniques de radiesthésie, utiliser les biomètres, donc, qui sont des espèces de roues sur lesquelles on va balader le pendule de façon à recevoir les informations nécessaires pour la séance. Et la lithothérapie, donc c'est l'utilisation des pierres thérapeutiques, pierres et cristaux, donc dans le cadre d'une séance de magnétisme évidemment. C'est pas une formation de lithothérapie qui peut être beaucoup plus longue et plus complète que cet atelier. Le but c'est vraiment d'apporter des outils dans le cadre de la séance de magnétisme. Ensuite nous avons un atelier sur les bols chantants, donc qui sont un outil qui peut être super intéressant dans le protocole de préparation à la séance. Et puis des séances à distance, donc comment est-ce qu'on fait, et donc tout ça évidemment c'est valable pour l'humain et pour les animaux. Donc l'ensemble des protocoles et des techniques se transposent aussi bien à l'humain qu'à l'animal. Et ensuite donc un échange de soins entre les participants de façon à donner et recevoir une séance complète. Donc les prochaines dates du 29 juin au 3 juillet, donc c'est bientôt. Il reste des places, donc si vous souhaitez vous joindre, n'hésitez pas à contacter le secrétariat ou à réserver directement votre place sur la plateforme www.namasté-formation.com. Et donc en termes de tarifs, vous pouvez bénéficier du tarif réduit si vous avez déjà peut-être participé à des formations ou si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs formations en même temps. Donc le détail de l'offre est sur le site internet. Ensuite, notre formation de magnétisme en niveau 2. Donc le programme permet en fait d'aller plus loin que ce qu'on a vu avec le premier niveau. Donc on va travailler sur les codes d'activation de l'ADN et les mudras. Donc les mudras, c'est une gestuelle énergétique. On va utiliser une gestuelle particulière de façon à activer des canaux énergétiques, entre autres. Ensuite, on va parler des systèmes énergétiques méconnus. Donc chakra externe, chakra interne, glande endocrine, corps supérieur. Donc je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure. Les 3 plans du corps, donc ce sont pareil des membranes énergétiques qui vont nous donner des informations sur les perturbations éventuelles de la personne ou de l'animal. On parlera d'autres entités encore que celles qu'on aura vues au premier niveau, les parasites astraux, etc. Tout ce qui va être implant, nanotechnologie, comment on traite ça. Ensuite, on va parler des causes héréditaires, des déséquilibres. Donc là, est-ce qu'il y a un problème héréditaire, karmique, etc. Et évidemment, des solutions qui permettront d'aider à libérer tout ça. On aborde le test musculaire kinésiologique. On travaille en crânio-sacré, donc magnétisme, à ne pas confondre avec l'ostéopathie crânio-sacrée. C'est 2 techniques et 2 buts complètement différents. Donc voilà, ne pas confondre. Et puis la séance complète de magnétisme comme pour le module précédent. Donc les prochaines dates, 5 et 8 juillet. Donc on a le niveau 1 et 2 qui se suivent avec un week-end de repos entre les deux. Donc si vous souhaitez démarrer l'été avec une formation complète, n'hésitez pas, il reste de la place sur les 2 niveaux. En termes de tarifs, donc même chose que pour le premier niveau, vous pouvez éventuellement bénéficier d'un tarif réduit
Je vous invite à aller voir le détail des conditions sur le site. Et donc après, il n'y a pas de souci si vous souhaitez suivre les deux niveaux, l'un à la suite de l'autre. Si vous avez déjà des expériences en tant que magnétiseur, au contraire, hein, tant mieux. Si vous êtes complètement novice en la matière, il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre les deux niveaux puisque c'est une continuité en fait, hein, c'est un chemin évolutif. Donc après, c'est des outils que vous aurez et que vous pourrez ensuite aller rechercher en fonction des besoins. Donc voilà, il n'y a pas de problème en fait, hein. On ne demande pas d'avoir tant de pratique entre les deux niveaux, etc. On donne les outils et après vous prendrez le temps qu'il vous faudra pour les digérer éventuellement si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour intégrer. Mais au moins vous avez les informations. Alors donc le magnétiseur humain et animalier, quels sont ses objectifs? Je suis en connexion avec mon environnement, je suis le canal énergétique qui apporte bien-être et réconfort. Je suis la passerelle énergétique entre l'humain et son animal. J'apporte l'harmonie et l'équilibre sur le plan subtil pour mieux vivre les difficultés de la vie et maintenir le positif. Je suis magnétiseur ou magnétiseuse humain et animalier. Donc voilà, en gros, quelle est la fonction du magnétiseur humain et animalier? Donc vous avez dans le premier encart les stages du tronc commun. Donc ça correspond en fait aux stages qui sont demandés obligatoirement, donc à suivre pour pouvoir valider ce cursus. Donc magnétisme humain et animalier niveau 1 et 2, l'anatomie comparée. Il arrive qu'en séance de magnétisme, on reçoive des images, qu'on ait des informations, etc. Anatomiques. Et donc c'est important de savoir localiser en fait ce qui se passe, hein, pour pouvoir faire le lien entre les informations qu'on reçoit, les informations que la personne aussi peut nous donner sur son état éventuellement de santé ou autre. Ensuite la communication animale niveau 1, donc qui est un outil quand même important pour pouvoir apporter des séances aux animaux, hein, pouvoir leur expliquer qui vous êtes, ce que vous comptez faire, avoir leur autorisation. Ensuite, protection, connexion et intention. Donc, c'est des outils qui vont vous permettre justement à mettre le premier pied dans le monde énergétique, dans le monde du soin à l'autre, de l'accompagnement de l'autre. Donc, c'est un bagage important, peut-être à faire en premier si vous le souhaitez. Ensuite, introduction à la psychologie canine. Donc, la plupart du temps, on va nous demander de travailler sur des chiens. Donc, pour pouvoir aborder au mieux cet animal, donc qui n'est pas toujours évident, l'introduction à la psychologie canine va permettre d'avoir vraiment les bons outils pour se positionner, déjà au cours de la séance par elle-même, et puis aussi pour mieux comprendre les éventuelles problématiques énergétiques. En faisant les liens au niveau de l'aspect émotionnel, mental, etc., les perceptions du monde par le chien. Et puis créer son activité, puisque le but est, quand on suit un cursus, de créer une activité professionnelle à titre principal ou en complément. Et puis après, vous pouvez compléter votre bagage, votre cursus, avec au minimum une option. Vous pouvez en choisir autant que vous voulez, hein, mais on demande pour valider le cursus au moins une option, donc parmi les suivantes: le Reiki animalier, la communication animale niveau 2, les fleurs de bac pour les humains et les animaux, les pathologies canines et l'imagerie, l'EFT appliqué aux animaux, l'atelier EFT pour soi et les techniques d'entretien dans la relation d'aide. Voilà, donc si vous souhaitez valider ce cursus, il vous faudra suivre donc tous les stages du tronc commun et choisir une, voire plus, minimum une option parmi celles proposées dans la colonne de droite.
Donc voilà, notre conférence touche à sa fin. Merci infiniment pour votre attention, pour vos questions. J'espère vous retrouver prochainement pour d'autres thèmes de conférence. Pourquoi pas approfondir certaines questions qui ont pu être soulevées au cours de cette conférence sur le magnétisme. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.namasté-formation.com. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram, @namastéanimaux. Merci et à très bientôt. Bye bye.